merci d'être avec nous. Bienvenue donc dans cette conférence sur une thématique qui est de plus en plus abordée lors de cette crise sanitaire, à savoir l'immunité de notre corps. Parce qu'il représente un bouclier contre les bactéries et contre les virus, mais aussi parce qu'il s'affaiblit dangereusement en contact de ces mêmes bactéries et virus. Notre système immunitaire fait l'objet de toutes les attentions en période de crise sanitaire. Alors, pour tenter de se protéger, certains cherchent par tous les moyens à booster leur immunité. Mais comment alors arrive-t-on à booster, à aider notre corps pour faire face à tous ces agresseurs extérieurs? Et puis finalement, immunité, qu'est-ce que cela signifie? Pour en parler ce soir, deux invités se joignent à moi. Il s'agit d'abord de Catherine Gavage. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nutrithérapeute physiologie et micronutritionniste et nous aborderons alors avec vous l'immunité grâce à la nutrition. Ça, c'est un point important auquel nous reviendrons. Dans la seconde partie, nous serons avec Monsieur Joris. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur ici au niveau... Pas directeur. Vous êtes médecin, médecin notamment spécialisé dans le sport au niveau de la province de Liège. Alors avec vous, nous aborderons l'immunité sportive grâce à l'activité physique. Alors, voici un peu comment nous allons nous organiser durant cette petite heure ensemble. Dans un premier temps, nous écouterons nos deux invités. Et puis, dans la dernière partie de ce live, nous lirons vos commentaires, vos questions que vous pouvez d'ores et déjà nous faire parvenir dans le fil de ce live sur YouTube. Pour démarrer cette conférence, je vais vous laisser la parole directement, Madame Gavage, et vous allez donc nous parler d'immunité et de nutrition. Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je vais aborder la question de la nutrition et essayer de vous expliquer comment, en modifiant votre alimentation, vous allez pouvoir peut-être renforcer vos barrières et améliorer votre immunité. Donc, il faut savoir que notre système immunitaire, c'est vraiment une défense merveilleuse qui est très bien équipée, mais il va falloir l'aider, lui donner un petit coup de main, avec, entre autres, l'alimentation et d'autres actes, pour qu'elle puisse faire son travail correctement. Donc, je vais vite réexpliquer très rapidement l'immunité. Donc, elle repose sur deux grandes voies, l'immunité naturelle et l'immunité acquise. L'immunité, c'est la capacité de l'organisme à se défendre contre des substances étrangères, et il va lancer toute une armée pour se défendre. Donc, dans l'immunité naturelle dite innée, c'est vraiment la première barrière de défense. C'est elle qui va répondre directement à l'agresseur. Elle se compose, entre autres, de barrières naturelles comme la peau, les muqueuses intestinales et les muqueuses nasales, entre autres. Et c'est vraiment la réponse directe qui va se faire entre 0 et 6 heures. Et puis l'immunité adaptative, elle, c'est la deuxième phase, entre guillemets. Elle intervient parce qu'elle connaît l'ennemi, elle l'a déjà rencontré, elle a préparé un système d'attaque contre cet ennemi qu'elle va mettre en place, et en général, cette réponse immunitaire est plus forte que la première. Elle est basée, d'ailleurs, le vaccin est basé sur le principe de l'immunité adaptative, parce que notre corps aura déjà rencontré l'agresseur, et bien il pourra lui répondre, et c'est le même principe de l'immunité. Par exemple, quand vous avez eu la varicelle, et bien c'est sur cette immunité adaptative que ça se base. Donc, je vous parlais de deux grandes barrières physiques qui sont l'épithélium nasal et l'épithélium intestinal. Et on va vraiment essayer ici de les aider et de les enrichir, entre guillemets, pour qu'ils soient bien imperméables et que les virus ne puissent pas passer. Donc, notre microbiote, toute la vie, les bactéries qui sont dans nos intestins, c'est vraiment un très gros sujet au niveau de l'immunité. Il faut savoir que 60% de votre système immunitaire se trouve dans vos intestins, et que si vous avez un bon microbiote, eh bien, vous n'allez pas répondre de la même façon. L'idée, c'est vraiment de garder un équilibre qu'on appelle l'eubiose. Quand il y a un déséquilibre, parce que vous avez des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, quand vous avez les mauvaises bactéries qui prennent le dessus, eh bien, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, et vous allez voir que ça va altérer votre immunité et votre barrière intestinale aussi. Et évidemment, comme à la télé, les bonnes bactéries mangent les bons aliments, et quand vous mangez des mauvais aliments, eh bien, ce sont les mauvaises qui peuvent prendre le dessus. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ici, c'est un article
assez récent qui date de 2021 de Trends et Food, qui montre, on voit ici en fait que quand on a donné aux patients des prébiotiques, donc les prébiotiques ce sont les aliments qui vont nourrir les probiotiques, donc les bactéries qui sont dans nos intestins, quand on donne des prébiotiques, les probiotiques vont les utiliser pour recruter les lymphocytes, donc augmenter la réponse de la défense, et ça va intervenir et agir sur le Covid. On voit ici, en fait, ils ont fait des analyses sur les selles de patients sains et des patients atteints de Covid, et on voit que la majorité des patients qui ont eu des formes graves de Covid avaient une dysbiose, un déséquilibre au niveau intestinal, et que longtemps après l'infection, chez les patients guéris, il y avait encore une dysbiose. Et certains chercheurs pensent pour le moment, ou émettent l'idée que ce qu'on peut appeler le Covid long pourrait aussi être dû à cette dysbiose que le Covid aurait fait. Et moi, je le vois bien en consultation, j'ai des patients qui arrivent avec un symptôme post-Covid assez lourd, fatigue, etc. Quand on fait une analyse du microbiote, on voit qu'en effet, il est complètement perturbé. Et quand on le rééquilibre, eh bien, il y a certaines choses qui diminuent et qui s'améliorent réellement. Donc, il y a vraiment des recherches à faire à ce niveau-là. Ici, c'est un article de l'American Society of Microbiology de janvier 2021, donc très récent aussi, qui montre que les infections par Covid commencent évidemment principalement dans les poumons, et puis ils vont passer après dans les intestins, et on voit en fait qu'en fonction de l'équilibre, donc de nouveau du microbiote, vous avez au-dessus une dysbiose, donc un déséquilibre et peu de mucus, c'est l'orange. En dessous, vous voyez qu'il y a un bon microbiote et suffisamment de mucus. Eh bien, on voit que quand il y a un déséquilibre, le virus va venir s'amarrer sur les petits récepteurs et il va pouvoir passer. Donc d'abord, il va pouvoir activer ces récepteurs, il va pouvoir traverser la barrière intestinale et augmenter l'inflammation et se propager dans tout le corps. Alors que dans le bas, on voit que le virus ne passera pas. Donc c'est quand même très intéressant aussi à voir. Donc ici, ils émettent l'hypothèse que la dysbiose est associée à des formes plus sévères de Covid et qu'il y a vraiment un lien entre microbiote et Covid de plus en plus évident. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en plus grand, et on voit beaucoup mieux ici les petits récepteurs, le Covid qui vient, qui va réussir à traverser quand le microbiote n'est pas en bon état, et ici, il va rester dans les intestins et il sera excrété dans les selles. Donc, ces récepteurs ACE2, en fait, quand le virus va interagir avec eux, la balance entre la vasoconstriction et la vasodilatation va être perturbée. On voit que le virus va réussir à les déséquilibrer. Or, chez les personnes qui sont hypertendues, qui sont diabétiques ou qui sont obèses, ils ont déjà un déséquilibre au niveau de cette balance-là. Et ça pourrait être aussi une des explications pourquoi ils sont plus atteints ou plus à risque du Covid. Donc ici, on passe sur le côté un peu plus pratique. Les super nutriments à connaître pour aider notre système immunitaire et vraiment l'aider à le renforcer. Je dis toujours quand je vais dans les écoles ou quand je vais faire des conférences qu'on n'imagine pas le pouvoir que l'on a sur soi et qu'on peut vraiment agir, pas uniquement pour son immunité, qu'on a un pouvoir sur notre corps bien plus important et qu'en Occident, on est peu éduqué à ça, je trouve. Donc la première chose, les aliments pour favoriser un bon microbiote, on le voit, ça va être les végétaux, les glucides complexes, les fibres, le zinc, les oméga-3, donc les graisses qu'on trouve majoritairement dans les poissons, et les oléagineux. Donc les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques, ce sont donc ce que je vous disais tout à l'heure, les aliments qui vont nourrir les probiotiques, les bonnes bactéries de vos intestins. Une façon très très simple de consommer prébiotiques et probiotiques, c'est la lactofermentation, qui est une technique ancestrale de conservation des aliments, qui va en fait modifier l'aliment et faire naître tout un système, toutes des bactéries à l'intérieur qui vont vraiment être bénéfiques. Le premier intérêt, la lactofermentation va améliorer la biodisponibilité des vitamines et minéraux, et comme vous le voyez ici, vous allez avoir dans ce même aliment prébiotiques, probiotiques, donc c'est ce qu'on appelle un symbiotique. Et si vous en consommez un petit peu tous les jours, vous allez vraiment enrichir votre microbiote. Deuxième intérêt, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est une meilleure assimilation des nutriments et une augmentation, une potentialisation des vitamines qui se trouvent dedans. Et on voit, on peut vraiment tout lactofermenter,
beaucoup de choses. On peut ajouter des saveurs et c'est vraiment très très chouette à faire et à déguster. Il y a aussi, c'est un peu moins connu, des boissons lactofermentées qui peuvent remplacer les sodas comme le kéfir qu'on peut boire tous les jours. Kéfir d'eau, pas le kéfir de lait qui est aussi un probiotique, mais le kéfir d'eau pour moi est plus digeste et plus facile à boire. Et on peut même considérer qu'on peut boire à un moment 1 litre par jour quand on a un déséquilibre ou qu'on a un problème digestif pour essayer de recréer l'eubiose. La vitamine C, qui est un des premiers nutriments importants pour renforcer notre immunité. Des chercheurs japonais ont observé chez 244 personnes suivies pendant 5 ans que 500 mg de vitamine C par jour faisait baisser de 66% le risque d'attraper une infection 3 fois plus ou 3 fois plus dans l'année, donc c'est quand même pas anodin. Ici, une méta-analyse a montré aussi que la vitamine C diminuait très significativement le risque de pneumonie de 80% et la sévérité de la mortalité, donc c'est vraiment chouette. Une autre méta-analyse qui dit que la vitamine C peut réduire la durée moyenne des adultes ou même des enfants et que si elle est prise vraiment au début de l'infection à de fortes doses, de 1 à 2 grammes par jour, elle peut réduire l'infection de 18 à même parfois 24%, vraiment dès qu'on sent les premiers symptômes. Pas hésiter à prendre de la vitamine C toutes les 2 heures pour essayer d'avoir un effet positif. Ici, je voulais vous montrer les aliments qui en contiennent beaucoup. On parle souvent d'orange, et alors il y a beaucoup de gens qui arrivent chez moi en me disant qu'ils prennent un jus d'orange le matin pour la vitamine C, qui est pour moi une erreur parce que ça va être beaucoup trop sucré, mais c'est un autre sujet. Et on voit en fait que l'orange, il n'y a que 50 mg de vitamine C dans une orange, alors que dans des poivrons jaunes crus, il y a 180 mg. La goyave, c'est un peu plus compliqué en Belgique, mais le cassis, poivron rouge, le kiwi, les poivrons cuits aussi, les brocolis. Il y a même plus de vitamine C dans le brocoli que dans l'orange. Et ça, en général, on ne le sait pas. Donc ici, je vous ai donné des petits exemples pratiques. Par exemple, si vous faites un gazpacho de poivron jaune, vous allez avoir 180 mg de vitamine C. Vous avez presque votre dose quotidienne naturellement. Et si au petit déjeuner, vous prenez un granola avec des kiwis, des framboises et des myrtilles, vous avez donc 109 mg plus les 180 de votre gazpacho du soir. Vous êtes déjà à 290 mg de vitamine C, rien que par votre alimentation. Donc, c'est pas anodin. Et puis alors de nouveau, si vous prenez une boisson lactofermentée, un kéfir ou autre, à base de fruits de vitamine C, vous allez encore, là, vous arrivez à vos doses sans aucun souci. Donc on n'est pas toujours obligé de se complémenter. Si on s'alimente bien, il y a certaines choses qui peuvent vraiment arriver par la nourriture. Et donc ici, c'était une étude qui montre que la production de vitamine C, enfin la quantité de vitamine C est augmentée par la lactofermentation. Et donc, quand vous mangez des aliments lactofermentés, si vous lactofermentez des poivrons jaunes, vous aurez beaucoup plus de vitamine C. La vitamine D, dont on a aussi énormément parlé, la vitamine D, elle est absorbée, elle est synthétisée à partir de la peau. On voit, et aussi du cholestérol, qui n'est pas si mauvais que cela. Ici, on voit qu'en fait, entre 1997 et 2006, les taux sanguins ont diminué pour la moyenne, la grande majorité des personnes, en tout cas en France. Celle-ci, elle n'est pas très, très nette, mais en fait, elle nous montre aussi, selon toutes les classes d'âge de la population, de 1994 à 2004, que chez toutes les classes d'âge confondues, le taux de vitamine D sanguin a diminué. Et ici, on voit, c'est le taux sanguin de vitamine D par pays. Et évidemment, on voit que plus on va dans le nord, plus on est carencé. Donc il y a vraiment là, c'est très rare. Je ne suis même pas certaine d'avoir déjà eu des personnes qui arrivent chez moi avec un taux sérique optimal ou santé. Ce n'est pas les valeurs labo, vraiment une valeur santé sans complémentation. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment... auquel il faut vraiment faire attention. Et ici, donc, on voit une association entre le statut de vitamine D et les infections respiratoires chez l'enfant. Ici, en fait, vous avez la partie du dessus, c'est dans des conditions d'une personne sans vitamine D, et en dessous, complémentée en vitamine D sur 3 virus, rhinovirus, RSV et la grippe. Et en fait, on voit que dès qu'il y a une complémentation en vitamine D, eh bien, toutes les voies ou la majorité des voies de l'inflammation, de réplication virale, de diminution de l'infection vont être diminuées quand il y a une complémentation en vitamine D. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Ici, c'est une image d'un virus qui nous montre qu'en fait, la vitamine D va casser un petit peu l'enveloppe du virus, qui va permettre à notre système immunitaire et à nos défenseurs de mieux aller attaquer ce virus. Donc ici, c'est de nouveau une étude qui met en évidence que la supplémentation en vitamine D diminue les risques de grippe et du Covid.
La vitamine D, elle doit être objectivée par une biologie, par une prise de sang, parce qu'il ne faut pas un surdosage non plus, mais comme je vous disais tout à l'heure, dans la majorité des cas, la supplémentation, elle est obligatoire. Moi, j'attends des taux supérieurs à 60, voire 70 nanogrammes par litre, qui sont pour moi les taux santé. La vitamine A, dont on parle un peu moins dans l'immunité, mais pourtant qui est tout aussi importante, elle va augmenter la réponse inflammatoire, la réponse immunitaire, diminuer la réponse inflammatoire. En fait, la vitamine A, on la trouve soit dans le bêta-carotène des aliments, et notre corps va la transformer en vitamine A, mais pour ça, il faut avoir tous les cofacteurs, il ne faut pas être hypothyroïdien, donc c'est pas toujours hyper efficace. Ou on peut la trouver aussi, mais je saute d'une dia dans le foie de morue. Donc ici, une conséquence de carence en vitamine A, ça va être une atrophie du thymus, une diminution des IgA, une diminution des lymphocytes B et T, moins de différenciation lymphocytaire et une réduction de la production d'anticorps. Donc on voit vraiment qu'elle a un impact dans l'immunité. Et voilà où je voulais en venir après. Donc c'est l'huile de foie de morue. Hein. Ma génération, on n'a pas connu ça, mais mes parents, ils ont connu l'huile de foie de morue et je pense qu'on devrait le réinstaurer. Moi, je parle très souvent et je montre très souvent à mes patients les boîtes de foie de morue. Si vous mangez une boîte de foie de morue par semaine, vous aurez votre un taux correct de vitamine A. Et je fais souvent dans les ateliers des rillettes, parce que le foie de morue, chez certaines personnes tout seul, c'est un peu compliqué, mais je vous jure qu'en rillettes, ça passe. Les gens aiment bien. Si je leur dis pas ce que c'est, ça passe. Donc si vous mangez une boîte par semaine, vous ne devez pas vous complémenter. Donc. Alors le zinc, c'est un des minéraux très souvent carencé, particulièrement chez les personnes âgées ou chez les diabétiques de type 2 ou les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique. C'est quelque chose qui ne se remonte pas facilement, il faut du temps pour remonter le zinc. Il intervient donc dans l'immunité et entre autres parce que si vous voulez, pour multiplier les globules blancs, il y a ce qu'on appelle l'ADN polymérase, et si elle n'a pas suffisamment de zinc, eh bien, elle ne va pas fonctionner correctement. Je prends toujours l'exemple de la photocopieuse, et le zinc, c'est le courant. S'il n'y a pas de courant, la photocopieuse ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une des raisons. Donc il faut, en général, les personnes âgées, ils doivent être complémentés parce qu'ils n'en ont pas assez. Comme je vous disais, ça peut prendre entre 2 et 6 mois pour que leur taux remonte. Et c'est vrai que ça, par contre, au niveau alimentaire, c'est plus compliqué d'arriver à remonter quand il y a une carence. La glutamine, c'est un acide aminé qui est un peu moins connu aussi, en tout cas du grand public, qui est très importante dans l'immunité. Elle va permettre aux globules blancs de fonctionner normalement et de se multiplier. On la retrouve principalement dans les muscles. Et en fait, quand il y a une attaque, eh bien, les globules blancs vont aller chercher la glutamine dans les muscles pour se multiplier et être plus nombreux, ce qui peut expliquer que quand on est malade, quand on a une maladie grave, on perd de la masse musculaire, ce qui pourrait expliquer aussi que les personnes âgées qui sont parfois en sarcopénie, qui ont peu de masse musculaire, eh bien, sont plus sensibles que les autres, d'où l'intérêt du sport aussi pour garder une bonne masse musculaire, pour avoir des bonnes réserves de glutamine. Moi, personnellement, je conseille toujours à mes patients, et je le fais pour moi-même, 2 à 3 fois par an, je fais des cures de probiotiques associées à de la glutamine pour vraiment réensemencer le microbiote, parce que la glutamine, elle intervient aussi dans l'étanchéité de la barrière intestinale. Les entérocytes intestinaux, ils ont besoin de glutamine, donc 2-3 fois par an, en général, changement de saison, je vais faire une cure de glutamine. Alors, le GCG, qui est un polyphénol qui a aussi montré un effet dans la grippe et aussi maintenant dans le Covid. On voit en fait que quand il est administré, il a un effet antiviral, anti-inflammatoire. Évidemment, on va pas, tous les exemples que je vous donne, on ne va pas guérir uniquement avec ça, mais c'est des petites choses qu'on peut utiliser tous les jours. Et l'aliment qui en contient le plus, c'est le thé matcha. Oui, il faut savoir le boire, je vois que vous... je suis d'accord. Hein. Mais il y a des gens qui adorent ça. Le thé matcha, il est 137 fois plus riche en ECG, j'ai toujours du mal, qu'un thé classique. Donc voilà, si les personnes aiment le thé matcha. Par contre, parce que je sais que c'est la grande mode des matcha, cheetos, matcha, latte, et ça, c'est une ineptie totale parce que dès que vous mettez du lait dans du thé, c'est une des explications pourquoi les Anglais n'ont pas l'effet protecteur du thé comme les Asiatiques. Dès que vous mettez du lait dans le thé, en fait, vous annulez l'effet des polyphénols, donc vous n'allez pas en profiter. Donc arrêtez, s'il vous plaît, vos thés matcha latte. En tout cas, pour votre santé, arrêtez. Le curcuma,
Alors le curcuma, des études scientifiques ont découvert que la curcumine est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire et qu'elle modulait de très nombreuses voies métaboliques. Elle s'oppose à la totalité des voies connues de l'inflammation. Des études ont montré ici sur des souris que dans un groupe sans curcuma, à qui on donnait de l'inflammation ou une maladie, elles étaient toutes mortes et les autres, alors que les autres avec curcumine restaient en vie. Et dans ce graphique-ci, on voit vraiment que la curcumine va s'opposer à toutes les voies de l'inflammation. Alors la curcumine, si vous la voulez en alimentaire, elle est difficilement biodisponible, donc le corps a du mal à la capter. Elle est liposoluble, donc elle doit être prise avec du gras. Le gingembre augmente sa biodisponibilité, le clou de girofle aussi. Aussi, alors une erreur qui a été commise, enfin pas une erreur, mais pour moi une ineptie, on a fait des cachets ou des gélules de curcuma avec du poivre, parce qu'en fait, le poivre va enflammer votre tube digestif et la curcumine va mieux passer. Mais vous prenez quelque chose d'anti-inflammatoire et vous prenez quelque chose qui va vous enflammer pour absorber quelque chose d'anti-inflammatoire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais donc pour moi ça n'a pas de sens. Il vaut mieux mettre de l'huile, du gingembre et des clous de girofle si vous aimez le goût. Et une façon très simple, moi, toutes mes bases de soupe et la majorité de mes préparations salées, ça va être un fond d'huile d'olive, curcuma, gingembre, pas de clous de girofle chez moi, mais si vous aimez, mettez-en. Et là, vous allez avoir un petit peu tous les jours. Si vous répétez toutes ces petites choses un petit peu tous les jours, vous n'allez pas guérir d'une maladie grave, mais vous, en tout cas, vous donnez des forces et vous aidez votre corps. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, il n'y a pas une chose miracle, il n'y a pas quelque chose de magique, il faut vraiment essayer d'avoir une vision globale, donc avec la prévention, pas toujours attendre de se sentir mal ou d'être malade pour se dire, je vais prendre soin de moi, je vais faire une prise de sang, je vais voir où j'en suis et combler d'éventuelles carences, une alimentation santé, une complémentation ciblée, on n'achète pas, on ne prend pas tout seul des compléments, ça n'a pas de sens. Le repos et le sport, parce que l'immunité dépendent évidemment aussi du repos et du sport. Et alors, donc, si vous voulez aller plus loin, ce qui peut être intéressant de voir, c'est votre taux de zinc, de vitamine A, de vitamine D, la ferritine qui va aussi intervenir, donc votre réserve de fer, la thyroïde intervient aussi très très fort dans l'immunité, votre microbiote évidemment et le magnésium. S'il y en a qui veulent voir, j'ai plusieurs recettes sur mon site, comme ça où vous avez des idées de recettes. Et je vous remercie, je passe la parole au docteur Joris. Alors justement, vous allez nous donner envie de nous mettre à cuisiner et à concocter les petits plats, mais on reviendra sur quelques notions que vous avez évoquées dans la dernière partie. Et en effet, le docteur Joris, lui, va venir avec cette approche sportive, mais attention, pas sportive à haut niveau, c'est pas se remettre à un sport hyper intense, mais c'est une activité physique qui devra être adapté. Mais je vais vous laisser d'abord introduire vos propos et puis nous reviendrons effectivement là-dessus dans la dernière partie. Eh bien oui, bonjour à tous. En fait, ici, l'objectif, c'est de répondre à la question « Comment booster l'immunité ?» Alors tout d'abord, on va s'adresser à des gens plutôt... Donc l'exposé, c'est plutôt pour des gens sains, des sédentaires sains, qui pratiquent un sport comme un amateur avec un grand A et qui ne sont pas dans des pratiques qui sont entourés, qui ne travaillent pas dans des cercles sportifs. Donc c'est monsieur tout le monde qui a décidé maintenant de faire du jogging, de faire un peu de muscu. Donc donc je vais essayer de répondre à ces gens-là. Les autres, ne parlons pas aux sportifs professionnels. Aux sportifs professionnels ou aux amateurs qui sont dans des clubs sportifs, parce qu'eux, ils ont des entraîneurs, ils ont des conseillers. Donc ça va être un discours très simple, je vous dis tout de suite, non médical, non scientifique. Je vais essayer de vous expliquer avec des mots simples pourquoi il faut utiliser le sport. Et quand vous aurez compris pourquoi, vous saurez comment l'utiliser et vous comprendrez la logique. Donc pour ce faire, on va utiliser un langage qui va décrypter un petit peu la fonctionnalité de l'être vivant. Alors, l'être vivant, donc, c'est l'être humain, mais c'est également les animaux, c'est même les plantes. Eh bien, nous sommes un amas de matière qui doivent répondre à deux interrogations importantes. Un, c'est l'intégrité de notre magma qui
va pouvoir s'opérer par ce qu'on appelle l'homéostasie, mais en même temps, nous sommes en contact et en interrelation avec l'environnement et nous devons être dans l'adaptabilité. Donc il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'intégrité de l'organisme et un phénomène d'adaptabilité. Alors retenez bien ces deux notions-là parce que dans mon discours, qui en fait va être très simple, c'est très important pour comprendre comment nous allons faire programmer les entraînements donc personnels. Alors, tout ça, ce grand ensemble, il va pouvoir donc se mettre en branle grâce à des grandes fonctions. Des grandes fonctions. Donc je raisonne ici en fonctionnalité. Hein. Je ne raisonne pas en médecine classique, c'est les grandes fonctions. C'est-à-dire cet organisme doit se nourrir, doit se défendre, doit se reproduire, doit récupérer, doit être en communication. Donc il y a encore d'autres systèmes, sous-systèmes. Donc tout ça, eh bien, toutes ces grandes fonctions utilisent tous le même contenu. Alors qu'est-ce que c'est le contenu ? Le contenu, en fait, maintenant, on sait par la biochimie et la biophysique, ce sont en fait de grandes réactions complexes biochimiques ou même des champs électromagnétiques, mais vues pas par des charlatans, vues par des scientifiques, j'insiste bien, qui sont en interconnexion les uns aux autres. En fait, comme disaient certains chercheurs en France, le tout est dans le tout. D'accord ? Alors, on ne va pas commencer à développer toutes ces réactions biochimiques, c'est très intéressant, moi ça m'intéresse très fort, mais retenez simplement que tout ce que vous appelez revêtement, les peaux, les muqueuses, les organes, eh bien en fait ce sont des endroits où se passent des réactions qui mettent tout le corps en communication. Ça va ? Mais alors, ces grandes fonctions-là, tout ce contenu-là, qui intervient dans les grandes fonctions, ne va pas agir de la même façon au même moment et avec la même intensité en fonction de l'objectif de la grande fonction. Donc dans la nutrition ou dans la récupération, ça va être à des temps différents et à des intensités différentes. D'où d'ailleurs maintenant on introduit beaucoup les notions de chronobiologie, qui sont très 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 intéressantes. Donc ça, c'est ça, le corps va fonctionner comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la question ? Comment booster l'immunité par une activité physique sportive ? Or, l'activité physique sportive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans le système de la communication. Et l'immunité, elle intervient dans un système un sous-système qu'on appelle un système de régulation. Alors, comment est-ce que quelqu'un de la communication va pouvoir renforcer quelque chose de la régulation? Donc ça, c'est la grande question. Alors, on va prendre d'abord le système de la régulation. Mais ça, c'est la théorie des ensembles. En fait, c'est une triade. Il y a l'immunité dont on va reparler, mais très 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 brièvement, le système nerveux autonome et les hormones. Qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome ? C'est un système nerveux qui va permettre d'adapter tous les différents organes qui interviennent au bon moment et à la bonne intensité pour les mettre dans des conditions de réceptivité à un stimulus et de pouvoir répondre à ce stimulus-là. Donc comment il va faire ? Il va travailler sur la circulation, sur la respiration, l'équilibre de l'eau. Il faut se rappeler que le corps humain a 60% de son poids qui est de l'eau. Également, donc va jouer sur les températures et va apporter de l'énergie en aigu par l'adrénaline et en chronique par le cortisol. Tout ça fait partie du fameux système nerveux autonome. Et en parallèle, dans le système hormonal, qu'est-ce qu'il fait ? Si on doit répondre, il faut parfois le faire avec une certaine puissance. Eh bien, les hormones sexuelles, les hormones androgéniques, les hormones thyroïdiennes vont moduler la puissance de la réaction. L'insuline va restocker l'énergie et les hormones de croissance
vont permettre de stimuler l'immunité, mais également de réparer les micro-blessures. Et il y a encore d'autres systèmes hormonaux, mais c'est pour vous donner un exemple simple. Donc vous voyez, c'est une triade, le système de régulation. Et le système, alors on arrive à l'immunité. Donc ce que vous devez retenir, ce que ma collègue a parlé, c'est que nous avons deux immunités, l'immunité innée, et retenez bien qu'il y a un déclenchement rapide et il n'y a pas de mémoire, action-réaction. Donc on touche tout ce qui va être étranger, mais tout ce qui va être étranger, ce n'est pas que les microbes. Une situation stressante, c'est une réaction étrangère. Des conditions climatiques perturbantes, c'est tout ce qui perturbe l'intégrité du système. Donc vous vous rappelez qu'au début, j'avais parlé de l'intégrité et de l'adaptabilité. Ben, l'immunité innée est plutôt dans l'intégrité de l'organisme. Au contraire, l'immunité spécifique adaptative, comme son nom l'indique, indique qu'on va s'adapter à l'environnement on va moduler nos réactions par rapport à notre agresseur. Et bien entendu, c'est une adaptation qui est plus lente et qui nécessite un phénomène de mémoire. Donc retenez bien ça, c'est très important pour le sport, vous allez voir après. Donc ça c'est pour le système de régulation. Et si on regarde maintenant notre système de communication, ben, il doit répondre à une question, qui suis-je, où suis-je, où est-ce que je vais et pourquoi. Donc il y a tous des outils qu'on va utiliser, et vous voyez sur la diapositive qu'il y a notre triptyque, système nerveux autonome, hormones et immunité qui intervient. Et quel est l'intérêt de la pratique du sport? C'est qu'on va travailler dans une logique temps-espace et dans une notion de temps présent. C'est très important cette notion de temps présent. Donc vous allez voir qu'en utilisant cet outil de communication qui est le mouvement, qui est le sport, l'activité sportive, on va essayer d'entraîner le triptyque qui est système nerveux autonome, hormones et immunité à s'adapter et à renforcer son intégrité. Alors, voilà. Alors, c'est une dia chargée. Je l'ai fait exprès parce que d'habitude, on met très peu de texte. Vous retenez ceci. Le sport, en fait, l'immunité, c'est comme l'armée. Vous avez une armée de terre, de mer, vous avez une unité aérienne, vous avez des Rambo qui sont dans les zones ennemies qui renseignent, qui font l'information. Donc vous avez des systèmes logistiques maintenant avec les drones, etc. Donc c'est tout un ensemble. Mais pour qu'une armée fonctionne correctement, qu'est-ce qu'on doit faire? Tous les jours, ou presque tous les jours, disons, on va essayer de maintenir l'outil correctement. Ça va? Il faut que tout soit bien, les chars d'assaut soient bien huilés, il faut que tout baigne. Mais en même temps, à un moment donné, il faut coordonner l'action. Parce que dans l'immunité, vous n'avez pas que des cellules qui tuent, il y a des cellules qui renseignent, il y a des cellules qui coordonnent des actions, des cellules et des molécules également. Donc c'est toute une armée tout ça. Donc il faut à un moment donné faire des manœuvres, et on fait des manœuvres à différents niveaux. Et donc le sport va faire la même chose. Elle va d'abord mettre en éveil tout le fonctionnement du corps, donc tout va être mis en branle. On va commencer à l'entraîner avec des entraînements doux, des entraînements moyens et des entraînements intensifs. Mais ce qui est très important à bien comprendre, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Et quelles sont-elles? La première, c'est qu'un amateur avec un grand A, qu'il soit en club ou non, c'est un être qui a une vie privée, une vie de couple, une vie familiale, une vie professionnelle et des loisirs. Donc c'est un package. Vous ne pouvez pas faire comme un cycliste professionnel, vous levez le matin, faire un gros bisou à vos enfants qui vont à l'école et puis aller vous entraîner. Vous ne faites que votre loisir et dans votre sport. Nous ne sommes pas sur le même individu. Si vous prenez un pompier ou un paracommando, dans son métier, il est obligé de s'entraîner. Donc, il faut tenir compte que vous avez un package. Donc ça,
on va dire, c'est pour tout le monde, c'est une réflexion universelle. Maintenant, il y a une réflexion individuelle qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous nos limites physiologiques qui sont basées sur la génétique et qui sont modulées par l'environnement. Et malheureusement, nous ne sommes pas égaux. Il y a des gens qui ont des grands nez, il y a des petits nez, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui ont des grosses limites et d'autres qui ont des petites limites. Mais si vous les entraînez, l'important, c'est qu'il faut être le meilleur par rapport à soi-même, d'être l'optimum. Donc tout entraînement va vous permettre de monter vos limites jusqu'à un point de rupture, au-delà duquel tout explose. Donc une réflexion générale, une réflexion individuelle. Maintenant, vous avez la forme, le contenu a une forme qui est basée sur une fréquence et une progressivité. Si vous voulez commencer, par exemple, à faire du running, du jogging, on ne met pas des pompes, comme on dit, et on va courir comme ça. Non, il faut y aller par petites doses, progressivement, d'une part, et à des fréquences dans la semaine qui sont raisonnables par rapport à votre package. Pardon. Alors, en général, il faut une période d'acclimatation au sport de 6 à 8 semaines. Et pour rendre moins pénible cette acclimatation-là, il faut varier votre contenu. Donc, si vous faites de la course à pied, mais il ne faut pas simplement dire je vais courir X temps, X moment, à telle fréquence. Non, il y a des moments où il faut faire des intervalles, il faut faire des courses avec des longues distances, il faut parfois faire des courses de côte, mais tout ça se fait très très progressivement dans le temps. Donc, fréquence et intensité régulée, et l'effort doit être vraiment varié. Ne pas, par exemple, si vous faites du vélo, de faire toujours le même circuit. Changer, voyager. Nous sommes dans l'espace-temps. Il faut que vous mettiez votre cerveau, comme disait le karatéka américain, il faut être aware. J'ai oublié son nom. Van Damme. Il faut être aware. Et donc, il faut être en ouverture et il faut mettre son système en éveil. Et alors, la règle, c'est que sur une semaine, il vous faut 25% d'intensité, d'effort physique en intense, et 75% en endurance. Dans le temps, on disait, les vieux, il faut qu'ils s'entraînent tout doucement, tout doucement. C'est une erreur. Un cardiaque qui se met, par exemple, en rééducation, en réathlétisation, lui fait de l'endurance de base, mais à un moment donné, on le pousse aussi. On le pousse aussi. Une voiture, si vous roulez tout le temps doucement, de temps en temps, il faut donner un coup de pied, un coup d'accélérateur pour un peu booster un peu votre moteur. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand vous travaillez en intensité, attendez, excusez-moi, quand vous travaillez en intensité, vous allez surtout booster quoi? Vous allez booster l'intensité innée. Pourquoi? Parce qu'il faut réagir, action-réaction. Donc, quand vous travaillez l'intensité, vous ciblez plutôt l'immunité innée. Tandis que lorsque vous allez devoir vous adapter avec une adaptation lente, une mémorisation, il faut des entraînements moyens ou un peu intensifs, mais pas trop, avec une certaine longueur et une certaine fréquence, une certaine répétitivité. Et là, vous allez stimuler l'immunité adaptative. Donc c'est important. Alors, je n'ai pas repris toutes les études qui démontrent ça. Ils disent tous la même chose, que vous pouvez me croire. D'ailleurs, vous en avez vu dans l'exposé de ma collègue. Donc, retenez bien ça, c'est que l'immunité innée, vous allez être plus dans le maintien de l'intégrité et l'immunité adaptative, vous êtes plus dans l'adaptation. Alors, ce qui est important à faire, quand vous faites votre calcul de votre semaine, il faut regarder en fonction de ce que vous faites comme métier, de vos conditions familiales, de couple et personnelles, mais il faut toujours, lorsque vous avez un entraînement intense, mettre 48 heures de récupération pour que l'organisme fasse un reset complet pour revenir à zéro. Donc ça, c'est les conditions à effectuer pour, nous parlons pour l'immunité.
Alors ici, j'ai quand même pris un graphique de docteur, hein, mais en fait, c'est tout simplement pour vous dire, vous allez me poser la question, qu'est-ce que je dois faire comme sport? Eh bien, je vais vous dire ceci, quand on voit les répercussions du Covid, je ne voulais pas parler du Covid, mais quand on voit les répercussions du Covid sur le psychologique, faites ce dont vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire de l'escalade, faites de l'escalade. Si vous voulez faire de la marche nordique, faites de la marche nordique. Si vous voulez faire de la muscu, faites de la muscu. De grâce, faites-le, mais faites-le dans les conditions que je vous ai énumérées au préalable. En général, nous avons 3 types d'activités. Des activités où on travaille la force, la puissance, des activités en résistance, les coureurs de 400 mètres, mais il y a d'autres activités non connues, on est dans la résistance, et puis vous avez les activités d'endurance, endurance courte, endurance moyenne, endurance longue, qui sont plutôt dans des bilans d'aérobie, donc ça veut dire c'est effectué avec un bilan d'oxygène positif. Donc, je vous ai donné les conditions. Alors, je vais vous donner des outils très simples à utiliser pour voir si vous êtes dans le bon chemin. Il y a d'une part, c'est très important, il faut être à l'écoute de son corps, à l'écoute du ressenti. Regardez si votre tolérance à l'effort est correcte, si votre récupération est correcte. Si vous dormez bien, quelqu'un qui commence à avoir un sommeil perturbé, ça peut venir d'un excès d'activité sportive. Votre appétit peut être diminué. Vous avez également des pertes de concentration. Alors, retenez bien ça fait partie de la biochronologie. Les coups de pompe de 11h du matin et de 16-17h sont très importants. À 11h du matin, vous avez le pic de sécrétion des hormones anabolisantes. Donc, c'est des hormones qui vont permettre d'avoir une augmentation d'intensité de l'effort. Et à 16-17h, ce n'est pas l'insuline, c'est l'adrénaline qui va redonner un boost au corps pour repartir avant la nuit. Et donc, si vous avez des pics de méforme dans ces moments-là, c'est que vous allez beaucoup trop loin. Donc ça, c'est à retenir. Et alors, une dernière chose, ça c'est par rapport au conjoint. Si votre conjoint ou conjointe voit que vous devenez embêtant, irritable, pensez, ça peut être tout bêtement le sport. OK? Ce n'est pas parfois des questions existentielles. Et voilà. Ça, c'est important. C'est ça. Pardon? Il faut limiter. Il faut limiter. Non, il faut ramener. En fait, c'est le principe de la. Ça s'appelle, si vous voulez, l'analyse des phénomènes comme ça, c'est la systémique. Il faut que tous les paramètres soient en cohérence les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent. Un doit être plus haut, ça ne veut pas dire que vous devez être le plus haut, tout doit être en cohérence et on doit être en phase. Retenez bien ce terme-là. Je peux vous assurer, pour le moment, on fait un travail avec l'université sur les post-Covid. On les a étudiés comme si c'était des triathloniens. Et bien, le principe, on les a étudiés pour voir s'ils sont en phase avec tous les systèmes. Il faut que vous soyez en phase, c'est une harmonie, c'est très important. Donc, nous avons le ressenti. Et alors, il y a 2 petits outils que je vais vous donner. C'est la fréquence cardiaque, on va y revenir après sur une autre dia, et le poids. Quand vous avez une perte de poids, c'est très bien, mais quand il y a une trop grosse perte de poids, ça ne va pas. Et ça, il faut surveiller. C'est parfois un signe que vous êtes en surentraînement. Donc c'est important, le poids est important. Alors la fréquence cardiaque, je vais vous donner un outil très simple. Il faut que vous connaissiez votre fréquence cardiaque max. Alors c'est théorique, ceci. Mais en gros, ça se vérifie, puisque c'est des gens célèbres qui ont mis au point ces formules. Eh bien, la fréquence cardiaque maximum, c'est 220 moins l'âge. Enfin, il y a d'autres formules, mais gardez celle-là, c'est la plus simple. Puis, vous allez prendre au pouls votre fréquence cardiaque de repos. Et quand je dis au repos, c'est vraiment le repos. Vous ne faites rien, vous ne mangez pas, vous êtes au repos. Vous faites 220 moins votre fréquence de repos, et qu'est-ce que vous avez? Votre réserve de fréquence cardiaque. C'est un accordéon que vous allez pouvoir utiliser dans l'effort physique. Et pour calibrer les fréquences sur les seuils de travail, si vous voulez, quand l'effort physique, c'est comme une grue articulée, elle a plusieurs étages à effectuer pour arriver au maximum. Vous avez un seuil de base, un seuil d'aérobie et un seuil d'anaérobie.
que maintenant on appelle l'aérobie, on l'appelle le seuil d'adaptabilité ventilatoire, et le seuil d'anaérobie, c'est le seuil d'inadaptabilité. Au-dessus, on est en résistance. Eh bien, pour calculer les fréquences de travail, bien, vous prenez la fréquence de repos plus 50% de la réserve pour la base, pour l'endurance qu'on appelle l'endurance extensive, donc l'adaptabilité, c'est la fréquence de repos plus 70%, et pour l'intensité en aérobie, ben vous faites plus 85%. Donc ça, c'est une formule très simple. Alors vous devez voilà, vous devez avoisiner, il ne faut pas être pile poil sur 160 degrés, ça peut être 157 ou 163 battements par minute, pardon. Alors, une autre recommandation, il faut boire minimum dans la journée 1,5 litre d'eau plus votre boisson que vous avez dépensée pendant l'effort. Alors, soit vous buvez à la sensation, un des indicateurs qu'on utilise, c'est de regarder la couleur des urines. Les urines doivent être blanches. Si elles sont jaunes, c'est que vous êtes en concentration. Il faut des urines blanches. Mais il y a une autre façon que vous pouvez utiliser, que les sportifs de haut niveau utilisent, mais qui est très simple. Vous pesez avant d'aller courir, vous pesez après avoir été courir, et la perte de poids, vous la multipliez par 1,5, et vous savez combien vous devez boire. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en plus de votre litre et demi. Alors, il est très important de ne pas faire du sport. Il faut qu'il y avoir plus de 2 heures d'écart avec un repas. Pourquoi? Parce que le repas est une activité. Et donc, elle dépense de l'énergie, le métabolisme augmente, et donc vous allez diminuer votre adaptabilité par rapport à l'effort. 3, dans les horaires, l'horaire idéal, je vous l'avais dit, c'est 11h du matin, 17 à 18h, mais vous travaillez, donc il faut vous adapter à votre travail. Donc, parfois, aller courir une demi-heure sur le temps de midi, manger un peu moins, c'est une option. 16-17 heures, n'allez pas courir trop tard. Après 20 heures, c'est très mauvais parce que vous allez perturber le sommeil qui est donc une énorme machine, c'est une fonction énorme qui permet de refaire un reset complet de notre organisme à tout niveau. Donc pas trop tard. Alors il y en a qui vont courir le matin à jeun. Donc on sait que les entraînements à jeun sont très bénéfiques pour la santé. Maintenant, il faut vous lever à 5-6 heures du matin. Il faut avoir le caractère pour le faire. Donc voilà. Maintenant, n'oubliez pas aussi, des études ont été faites à l'université, notamment, qu'il y a des activités quotidiennes que vous pouvez faire qui renforcent votre activité sportive. Montez un escalier pour aller au bureau, laissez votre voiture peut-être 500-600 mètres plus loin parquée et vous marchez. Comme ça, vous vous échauffez en venant au travail et vous faites un retour au calme quand vous retournez à votre voiture. Il y a tous des petits gestes qui peuvent renforcer l'activité physique sportive. Et alors, attention aux personnes qui ont des activités en horaire décalé, surtout pour les horaires de nuit. Il faut que vous décaliez tout à partir de midi. Donc le midi, c'est le matin. C'est pas facile, même si vous ne dormez pas le matin, raisonnez comme si vous vous leviez à midi. Voilà, donc ça, c'est quelques recommandations que je vous donne. Les chaussures, le matériel est très important. Également, le matériel est très important. On ne vous demande pas d'avoir des vêtements de la dernière mode, mais ayez les choses essentielles, c'est le cas de le dire, de bonne qualité. Si vous faites de la course à pied, il vous faut des chaussures de bonne qualité. Ce n'est pas les plus chères. Si vous faites de la marche nordique, ayez des chaussures et des bâtons de bonne qualité. Le vélo, également, il faut avoir un vélo adapté à son format. Et quand vous allez dans des salles de musculation ou quoi, il faut bien adapter les appareillages à votre corps. Alors, si vous voulez aller plus loin, eh bien, là, je ne fais pas une publicité pour l'Institut Malvaux, parce qu'il y a d'autres services du sport dans le privé qui interviennent. On peut vous faire des tests avec des échanges sous masque et on vous calcule toutes vos fréquences de travail qui seront beaucoup plus exactes que les calculs théoriques, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est au cas où vous voulez vraiment vous perfectionner. Voilà, je crois qu'on arrive au retour. Voilà. Merci pour votre attention
et j'espère vous avoir éclairé avec mes propos. Eh bien, je vous remercie. Alors justement, je rebondis à votre conclusion. Pendant votre présentation, vous avez à plusieurs reprises évoqué le ne dépasser, n'allez pas trop loin par rapport à vos limites. Alors justement, la question, j'étais en train de me la poser. Beaucoup ne connaissent pas leurs limites. On veut chaque fois aller plus loin, plus loin. Alors, déterminer cette limite personnelle, c'est aussi faire un examen, un examen physique, c'est passer... Non, si vous respectez le ressenti, si vous respectez ce que j'ai dit avec le poids, avec les fréquences calculées, les moments où vous devez faire votre sport, il n'y a pas de problème. Si vous êtes heureux avec ça, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, mais moi, ce que je vous conseille, à un moment donné, parce que vous devez faire quelque chose que vous aimez bien. Donc là, vous avez la notion de plaisir. Et vous êtes dans un espace-temps. Si vous voulez progresser, allez dans un club sportif. Et là, vous aurez une autre dimension également, qui est la dimension de la communication. Mais pour revenir à votre réponse, on n'est pas obligé, tant que vous restez dans l'harmonie de ce que vous faites, c'est parfait. C'est parfait. Donc, j'ai un exemple. Dernièrement, c'est justement de cette semaine-ci, j'ai un individu qui s'est mis au running, qui est un ancien footballeur, il s'est mis au running et il s'est lancé dans les affaires. Et donc, dans la journée, il va courir. Et il y a des jours où il a été courir 40 km comme ça. Bon, mais c'est un ancien sportif. Hein. Et sa femme, à juste titre, lui dit, mais attention, tu ne t'échauffes pas, tu ne refais pas retour au calme, va passer un examen pour savoir qui tu es. Mais par exemple, ça, c'est une attitude, je ne vais pas dire irréfléchie, ça veut dire qu'il faut rester cohérent avec ce qu'on fait. Quand vous voyez que vos limites de cohérence disparaissent, alors faites un test. Okay. Alors, je vais rebondir encore une chose, parce que vous me faites penser à une chose très importante, parce que l'être humain, il vit dans la subjectivité. Et nous vivons avec une image de nous. Alors, faites attention à cette image-là, parce que vous jouez par exemple au tennis, et vous avez l'impression d'être un Nadal, etc. Si on vous filme, vous vous rendez compte que vous jouez comme une clette. Hein. Bon. Hein, donc on se croit, mais c'est tout le monde. Hein. Vous courez, vous courez, puis vous passez devant une vitrine, et vous dites, je dois courir comme un as, et puis vous regardez, vous êtes un canasson au pied boiteux. Hein. Donc faites attention, il y a une différence entre celui que vous croyez être et celui que vous êtes réellement. Donc, dans les limites, votre premier ennemi, c'est vous-même. Ça, retenez-le. Ça, c'est un franc-parler qui mérite quand même de bien le préciser, et c'est une belle conclusion. Mais en fait, de façon globale, on l'entend bien, il y a un équilibre en fait à avoir dans toute chose que l'on fait, que ce soit en activité physique, que ce soit même dans la nutrition. Il n'y a pas d'excès à faire, ni d'une part, ni d'un autre. Et en fait, on entend que vous êtes un peu l'un et l'autre, ce duo gagnant aussi pour l'immunité, la nutrition et le sport, c'est un peu quelque chose qui fonctionne ensemble. Tout à fait. Quand la nutrition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit la fonction. Et qu'est-ce qu'il fait le sport? Il lance le fonctionnement. Donc on est à deux niveaux différents, mais très complémentaires. Il est certain que l'alimentation est fondamentale. Hein. Tout à fait. Alors, je souhaiterais peut-être revenir sur ces fameux compléments alimentaires, sur ces bons aliments, hein, cette liste de bons aliments à intégrer. Alors, dans une alimentation équilibrée, où on s'assure de prendre un peu de tout, on peut arriver tout de même à avoir cet équilibre. Est-ce que ces apports complémentaires, ces médicaments, entre guillemets, sont-ils une bonne chose ou une mauvaise chose? Parfois, on entend souvent dans les publicités actuelles, parce que c'est dans l'air du temps, pour booster votre immunité, prenez tel complément, tel complément, tel complément. Que peut-on dire par rapport à cette approche, si je peux me permettre, plus pharmaceutique et moins prise en charge personnelle et responsabilisation de l'aliment? Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines choses qu'on va pouvoir combler par l'alimentation et d'autres, ça va être très difficile, comme par exemple la vitamine D.
ou le zinc, par exemple, pour les personnes âgées. Donc, mais il ne faut pas faire ça tout seul. Et en effet, l'industrie pharmaceutique et les publicités vendent des choses qui ne sont pas toujours très efficaces, qui sont juste là pour faire des bénéfices. C'est-à-dire que ces compléments sont bons à prendre, mais pour une période limitée. Non, la vitamine D, à moins que vous ne vous mettiez 20 minutes au soleil sans crème solaire en maillot, ce qui est un peu compliqué. Il faut en prendre. Effectivement. Et tout dépend de qui vous êtes aussi. Certaines personnes vont avoir un système qui produit, qui utilise correctement tout, d'autres pas. Certains moments de la vie, vous avez plus de carences que d'autres, donc c'est difficile, mais se complémenter seul, oui, on peut prendre une vitamine C tous les jours, si on ne mange pas suffisamment de fruits et légumes, prendre une vitamine D à une dose raisonnable. Mais il y a certaines choses qui sont aujourd'hui impossibles de combler uniquement par l'alimentation parce que l'alimentation a perdu beaucoup de valeur nutritionnelle au fil des années. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Est-ce qu'il vaut mieux prendre, donc dans cette liste d'aliments, il y a notamment le curcuma, on peut le trouver dans les magasins bio, c'est une racine. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une préférence notamment? Est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser frais qu'en poudre? Non, il va être, je vous dis, il faut qu'il soit associé à d'autres aliments pour qu'il soit bien absorbé, mais frais ou en poudre, ça c'est vraiment... Et il y a une hiérarchie, est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes à prendre si on au niveau alimentaire? Au niveau alimentaire, au niveau de cette liste de super aliments, en fait j'aurais envie de... Non, il y a... Si vous, par exemple, moi je suis contre, comme l'a dit le docteur Joris, je pense dans son explication, les extrêmes. Donc les gens, on va dire les fruits et légumes, oui, mais il ne faut pas être végane non plus. Moi, je ne suis pas pour le véganisme. Je pense qu'on a des carences quand on est végane. Donc il n'y a pas quelque chose qui domine tout le reste. C'est le bon sens, l'équilibre. C'est vraiment ça. Okay. Par rapport à ces activités sportives, il est question ici d'une internaute concernant la pratique du yoga. Alors, est-ce que ces pratiques plus douces, mais qui sont quand même dans l'air du temps, sont aussi intéressantes par rapport à ce boost de l'immunité? Elles sont intéressantes, mais elles n'agissent pas de la même façon. Elles agissent plus au niveau des centres nerveux. Donc, si vous voulez, on a encore une fois, le cerveau, c'est un ordinateur avec des circuits neuronaux, et vous avez des cellules et des molécules biochimiques qui font passer le message. Et on sait, je ne vais pas entrer dans les détails, que ces activités vont moduler le système nerveux qui va aller dans le sens d'une amélioration du fonctionnement de l'immunité. Okay. Donc ça, oui. Mais personnellement, je les utiliserai plus dans la fonction de récupération de l'individu. Alors il faut savoir, par exemple, que l'immunité, quand on est dans le sommeil, eh bien, il y a une phase, vers 2 heures du matin, l'hormone de croissance, il y a un pic d'hormone de croissance qui intervient, et l'hormone de croissance va stimuler l'immunité. Et donc, elle la stimule, etc., et elle répare les micro-blessures. Si vous mettez une séance le soir de yoga ou quoi, vous allez mettre en éveil la fonction, et donc la stimulation de 2 heures du matin sera meilleure. Maintenant, vous pouvez le faire également dans la journée, mais vous n'allez pas agir de la même façon que le sport en mouvement. Ça agit sur d'autres sites. Et par exemple, si vous faites, vous allez atténuer le stress, par exemple, avec le yoga, automatiquement, si vous diminuez le stress, vous avez une diminution de risque sur l'intégrité et l'environnement va être beaucoup plus cool pour vous. Donc au total, vous voyez, c'est une voie complètement différente, et qui est complémentaire. C'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais
essayer de réduire le stress est une approche déjà positive pour entretenir cette immunité. Avoir un sommeil correct fait également partie de cette approche. Et alors, le titre de la conférence, c'est « Booster l'immunité ». Donc derrière le terme « booster », c'est comme si on prend un truc très très rapide et puis hop là, ça va aller après. C'est pas ça. Non. C'est une endurance dans son immunité. C'est quelque chose qui se travaille... C'est quelque chose qui doit être en phase avec qui on est. Voilà. C'est plutôt pour dire comme ça. Mais il ne faut pas se leurrer en se disant si je me mets à faire quelque chose pendant 3 semaines, hop, je rebooste mon corps. C'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus fort, point de vue, on va dire plus efficace avec l'immunité par rapport à qui vous êtes. Mais ça ne veut pas dire parce que vous êtes ça que vous devenez Rambo et que si vous voyez arriver, par exemple, le Covid, vous allez lui donner un coup de poing, il va partir. Vous pouvez attraper le Covid. Vous voyez, mais seulement les dégâts seront moindres. D'accord. Donc l'agresseur dont on parle, les virus, les bactéries... Il n'y a pas que les virus, les bactéries, les modifications climatiques, le stress. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, en effet. Tout ça, ce sont des agressions. Mais la mauvaise alimentation, c'est une agression aussi, oui. Oui. Ok. C'est une agression, ça. La malbouffe, c'est une agression. Et donc, vous êtes beaucoup plus fort pour défendre votre territoire et l'envahisseur. Et donc, il est certain que vous devenez moins malade, mais vous n'êtes pas invincible. Alors, par rapport à cette période de crise sanitaire, le Covid, la Covid, on entend, c'est plus que d'actualité. Et donc, les malades, les pas malades, on a peu évoqué dans certains médias, ça, on en parle de plus en plus, que la pédagogie autour de cette immunité du corps aurait été peu abordée, notamment pour faire face à cette offensive de la maladie. Je sais pas si vous accompagnez des malades. Mais j'ai une réponse. Écoutez, on n'a pas de... Ça fait des années... Comme ça fait des années qu'on a supprimé des lits des hôpitaux, on ne stimule pas. Si, on stimule les gens pour aller faire telle activité physique parce que c'est peut-être bien d'un point de vue publicité politique ou quoi, mais dans les faits, le sport comme la culture aussi, parce qu'on n'a pas parlé. Les arts sont des éléments qui stimulent l'immunité aussi, il faut savoir ça. Vous jouez du violon, vous stimulez votre immunité, mais par une autre voie encore. Et donc, tout ça, on le néglige. Et il faudrait revenir un peu à un mode de vie simple. Et je m'excuse de revenir sur ce terme de cohérent, mais qu'il faut être cohérent avec soi-même. C'est ça. Okay. Si je peux rebondir... c'est vrai que très souvent, je trouve qu'il y a très peu de choses qui sont investies au niveau de la prévention, alors qu'elle est quand même, comme on a essayé de vous l'expliquer un peu, la base. Et il y a quand même des études qui avaient été faites qui montraient que 1 euro investi dans la prévention rapportait 5 euros au système de santé. Ouais. Donc je ne comprends pas bien. C'est vrai que, il y a certainement des sans rentrer effectivement dans ce débat, mais vous le disiez tout à l'heure, lorsque vous avez des patients, vous avez vu des patients qui ont ce long Covid, en venant dans cet accompagnement pour réduire ces symptômes post-crise, l'alimentation, le fait de rééquilibrer le système intestinal a favorisé, a limité... C'est-à-dire que ce patient-là en particulier avait vraiment un microbiote très perturbé qui expliquait une fatigue, qui expliquait des maux de tête. Donc on a vraiment nettoyé ça et par l'alimentation et là par des compléments. Il a pris des probiotiques, prébiotiques, etc. On a vraiment nettoyé le foie et à ce moment-là, il a quand même senti une différence, il s'est senti plus en forme. Mais quand il y a... On n'imagine pas, parce que comme le dit le docteur Joris, on est aussi peu connecté à soi. Je pense que les gens ne s'écoutent pas. On a perdu cette connexion à nous, mais quand on s'écoute parfois et on se dit, moi je demande toujours un tableau, vous notez tout ce que vous mangez, vous notez vos ressentis, si vous dormez bien, si vous êtes de bonne humeur, pas de bonne humeur, et puis parfois on voit, tu vois, chaque fois que tu manges de la bolo, en fait tu dors mal ou tu as de la dysenterie le lendemain, mais les gens ne s'écoutent plus, donc il faut vraiment... Écouter son corps, connaître ses limites, apprendre, parce qu'on ne les connaît pas du jour au lendemain, on apprend tout ça par ses mauvaises expériences en fait, il faut les retenir. Oui.
tout à fait. Et pas être dans l'excès. Il faut arrêter de vivre dans la virtualité et de revenir les pieds sur terre. Mais c'est vrai, c'est vraiment Bon, ça. ce n'est pas évident, on est tous dans un rythme de vie Oui, mais qui est très justement, soutenu, et donc le sport, vous y arrivez par le sport, hein. Pas que par le sport. Toutes les activités, la culture, etc., c'est la même chose. Donc le yoga, on va le mettre dans le sport, hein, mais Oui. tout ça vous oblige à revenir sur terre. Vous êtes C'est face ce qu'on à dit. vous, en fait, On dans est le face sport. à On ne peut soi. pas tricher quand on fait du c'est sport. ce qu'on dit souvent, c'est revenir vers ce qui nous fait du bien. Dans l'instant où on le fait, ça doit Oui. procurer un bien-être. Un bien-être, voilà. Et donc, Et alors, il faut une certaine discipline de vie, parce que, bon, vous regardez en Chine, toutes ces personnes âgées qui se mettent à 10 heures du matin sur la place et qui font du tai chi, etc., c'est une discipline à avoir. L'occidental a perdu complètement cette discipline de vie. Donc, il y a pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme à l'armée, mais il faut une discipline. si, pour conclure, nous disons que plus de pilules ou autres médicaments miracles, est-ce que le simple fait de manger correctement, d'essayer de bien dormir, si on dort mal, si on a des problèmes de sommeil, trouver une réponse à ce problème-là, de bouger suffisamment, amplement, permet déjà de renforcer suffisamment et déjà de façon correcte le corps et l'esprit? Tout à fait, moi je dis oui. Alors, moi, je dis oui, mais la façon dont vous le dites ou dont ça peut être entendu, ça peut paraître très simple. Allez, je m'y mets demain. Non, pas du tout. C'est Non. pas si simple que ça, mais dans les faits, Non, mais- c'est tout à fait juste. Mais c'est quelque chose, comme l'a dit tout à l'heure le Dr Joris, on ne va pas se lever demain. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Et il faut savoir que dans la société actuelle, c'est pas parce que je suis plus âgé que je le dis, les gens, ils veulent tout de suite. On n'a rien tout de suite. Il faut s'acclimater, s'adapter, et puis progressivement monter un escalier, et vous arrivez à une activité qui se fait automatiquement par après. Il faut avoir confiance en l'avenir, se dire que voilà, on a plusieurs mois encore devant nous, malgré toutes ces situations anxiogènes dans lesquelles nous sommes. Petit à petit, en alimentation, en prenant des petits plaisirs de la vie, en faisant une activité même simple de sortie, de balade, prendre l'air, ce sont déjà des aptitudes à renforcer son corps. Et être plus positif. Ok. Malgré l'environnement Tout à fait. qui est tout à fait qui est négatif, mais Ok. ça permet d'être plus positif. Ça permet de rendre ce corps plus résilient face Plus face aux résilient. attaques. Et il faut rechercher du plaisir simple. Ok. Autre chose pour conclure, je pense que nous avons fait déjà un bon tour. Alors, cette conférence, vous pouvez la retrouver en streaming. Et puis, si vous avez notamment des questions, vous avez eu les coordonnées de Madame Gavage dans le PowerPoint. N'hésitez pas. Monsieur Joris, je ne sais pas si vous avez laissé vos coordonnées, non, dans le moi c'est PowerPoint. l'Institut Malvaux. Voilà, l'Institut Institut provincial. Malvaux, n'hésitez pas, voilà. Quant à nous, bien, on se retrouve le 6 mai prochain et on va parler de médecine du futur. Merci à tous.